Lors du dîner de célébration de mon frère, papa a sifflé « Arrête d'être difficile et paie l'addition ». Il s'attendait à ce que je couvre une note de 7000 € pour 15 membres de la famille et un faux investisseur. J'ai payé ma part de 38 € à l'accueil et je suis sorti. Quand maman a appelé en hurlant « Comment as-tu pu nous faire ça ?» Je me suis assise au volant de ma Subaru, garée de travers sur 2 places dans le parking derrière le restaurant, et je n'arrivais pas à lâcher le volant. Les essuie-glaces fonctionnaient encore depuis tout à l'heure, raclant le pare-brise sec parce que j'avais oublié de les éteindre. Ce bruit de frottement et de saccade, a été la seule chose dans ma tête pendant une longue minute. Puis mon téléphone a commencé à vibrer dans le porte-gobelet, à vibrer et vibrer encore. Je ne l'ai pas regardé. Je savais déjà qui c'était. D'où écoutez-vous tous ce soir? J'aimerais beaucoup le savoir. Laissez-le dans les commentaires car ce que je vais vous raconter s'est passé un jeudi d'août dans une ville du sud-est de la Pennsylvanie, et je n'arrive toujours pas à croire que j'ai laissé cela durer aussi longtemps. Je m'appelle Alec. J'ai 31 ans. Je travaille comme chef de projet principal pour une entreprise de construction commerciale, le genre d'entreprise qui construit des ailes d'hôpitaux et des campus biotechnologiques, pas des centres commerciaux de banlieue. Et je gagne bien ma vie, sans pour autant mener un train de vie à accent Graveleuil. Je conduis une voiture vieille de 6 ans. Je loue un appartement d'une chambre dans une ancienne usine reconvertie, mais je gagne suffisamment pour que, pendant près d'une décennie, chaque fois que quelqu'un dans ma famille avait un problème, ce problème atterrissait sur mon bureau. Quand j'avais 23 ans, je me suis porté garante pour le premier prêt automobile de mon petit frère parce que personne d'autre ne voulait le faire. Quand j'avais 25 ans, j'ai payé 8 mois de l'hypothèque de ma mère pendant ce qu'elle appelait une mauvaise passe, et dont j'ai réalisé plus tard qu'il s'agissait d'une addiction au jeu qu'elle avait contractée au casino de Bethléem. Quand j'avais 27 ans, j'ai réglé les factures médicales en retard de mon père après son opération de l'épaule, même s'il avait une pension et une maison entièrement payées, et absolument aucune raison d'être endetté. Je l'ai simplement fait. Je me disais que c'était ce que faisait la personne responsable. Je me disais le mot famille de la même manière que d'autres disent Amen. Je veux être clair sur un point avant de continuer. Je ne vous raconte pas cela pour me vanter. Je vous le dis parce que si je ne l'expose pas clairement, ce qui s'est passé ensuite n'aura aucun sens. Vous devez comprendre la forme du rôle que je m'étais forgé. J'étais la banque. J'étais l'équipe de nettoyage. J'étais la fille que l'on appelait quand l'électricité était sur le point d'être coupée et que l'on avait besoin de quelqu'un qui ne vous ferait pas vous sentir minable. Et le problème quand on est l'équipe de nettoyage, c'est que personne ne remercie jamais l'équipe de nettoyage. Il laisse simplement plus de désordre. La nuit dont je vous parle a commencé par un appel téléphonique de ma mère à 3:00 de l'après-midi. J'étais sur un chantier à Allentown, debout dans une salle d'IRM à moitié terminée, à regarder l'entrepreneur en électricité se disputer avec le spécialiste de la radioprotection. Mon téléphone a vibré contre ma hanche. Je suis sorti dans le couloir avant de répondre. « Allez, ma chérie » a-t-elle dit avec la voix qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. « Nous faisons un petit dîner ce soir pour ton frère. Juste la famille. À 7:00 chez Maronnet. Tu viendras, n'est-ce pas? Un petit dîner. Juste la famille. Chez Maronnet, qui était le restaurant italien le plus cher de Trois-Comtés, le genre d'endroit où l'on vous apporte une fourchette différente pour chaque plat. Et où le serveur se présente avec son nom complet. J'aurais dû le savoir. En y repensant aujourd'hui, avec ce genre de recul qui vous donne envie d'attraper votre vous du passé par les épaules, j'aurais dû le savoir à la seconde où elle a dit Maronnet. Mais je venais de passer 11 heures à gérer un litige concernant des permis. Mon cerveau était saturé de spécifications sur la pourriture sèche. Et elle était ma mère. Quelle est l'occasion, ai-je demandé. Oh, tu sais. Ton frère a des nouvelles. Il veut que tout le monde soit là. Maman, je suis épuisé. Pouvons-nous faire quelque chose dimanche à la place? J'allais acheter une pizza surgelée et m'effondrer. Il y a eu un silence, le genre de silence que ma mère avait perfectionné pendant 31 ans. Puis elle a dit très doucement, « Allez, il serait tellement blessé si tu ne venais pas. Tu sais à quel point il t'admire. » C'était un mensonge. Mon frère ne m'admirait plus depuis l'âge de 9 ans, lorsque j'avais refusé de le laisser copier mes devoirs, mais elle l'a dit comme elle disait tout, comme si c'était une évidence, comme si seule une personne égoïste pouvait refuser. Et j'étais fatigué. Alors, j'ai dit, d'accord.
J'ai dit que je serais là. Je suis rentré chez moi, je me suis changé pour mettre une robe portefeuille noire et une paire de chaussures plates avec lesquelles je pouvais vraiment marcher, et je suis arrivé chez Maroney à 6h58. Je me souviens avoir regardé ma montre dans le parking parce que je regarde toujours ma montre. Je suis le genre de personne qui arrive en avance à ses rendez-vous chez le dentiste. Je suis entré, l'hôtesse, une jeune femme avec un badge au nom de Belle, m'a fait un sourire un peu trop éclatant et m'a demandé si je faisais partie du groupe Whittaker. J'ai répondu oui. Elle a dit, « Oh, ils sont déjà installés, par ici. » Et puis elle m'a accompagné au fond du restaurant, à travers la salle à manger normale, jusqu'à la salle privée qu'ils réservent pour les dîners de répétition et les événements d'entreprise. La porte était ouverte. Je pouvais les entendre avant de les voir. Il y avait 16 personnes dans cette pièce. 16. J'ai compté plus tard parce que j'avais besoin de compter, parce que j'avais besoin d'être sûr que je n'exagérais pas dans ma tête. Ma mère, mon père, mon frère et sa fiancée, mes 2 oncles, celui de Reading et celui de Lancaster, leurs épouses, 3 cousins que je n'avais pas vus depuis les funérailles de ma grand-mère 6 ans plus tôt. Un couple plus âgé que je ne reconnaissais pas du tout et qui s'est avéré être les futurs beaux-parents de mon frère, un voisin de mes parents que j'avais rencontré exactement 2 fois. Et un homme dans une veste de sport bleu marine qui s'est présenté quand je me suis assise comme un représentant d'un groupe de promotion immobilière basé à King of Prussia. La table était dressée pour une célébration. Il y avait 3 bouteilles de vin qui respiraient déjà sur le buffet, un Brunello qui, quand j'ai vérifié le menu plus tard, s'est avéré être une bouteille à 400 €. Il y avait une tour d'amuse-gueule au milieu de la table, le genre de choses que l'on commande pour un mariage. Des calamars, de la burrata, du prosciutto, un étage d'huîtres sur de la glace pilée. 2 des cousins en étaient déjà à leur 2e verre. Ma mère s'est levée quand elle m'a vu. Elle a tapé dans ses mains comme une animatrice dans une émission de cuisine. La voilà. Tout le monde, venez, asseyez-vous. Asseyez-vous. Nous t'avons gardé la place à côté de ton frère, l'invité d'honneur. Je me suis assise. Mon frère s'appelle Bryce. Il a 28 ans. Il est agent immobilier depuis environ 3 ans. Et avant cela, il a été, par ordre chronologique, un espoir des arts martiaux mixtes, un farceur sur YouTube, le directeur adjoint d'un magasin de cigarettes électroniques, et chômeur. Bryce s'est penché et m'a serré le bras. Il a dit, « Content que tu sois venu, Serette. Ça va être une grande soirée. » Je lui ai demandé ce que nous célébrions. Il a souri de toutes ses dents. Il a un sourire digne d'une publicité pour des voitures d'occasion. Il a répondu, « Chaque chose en son temps. » Je veux vous dire ce que j'ai ressenti à ce moment-là parce que je pense que c'est important. J'ai ressenti ce que l'on ressent quand on entre dans une pièce et qu'on réalise que la porte s'est verrouillée derrière soi. Pas exactement de la panique, plutôt la lente compréhension que l'on a été amené ici pour une raison et que cette raison n'était pas celle qu'on nous avait dite. J'ai pris le menu. Il n'y avait pas de prix chez Maroney. Le menu dans la salle privée n'a pas de prix. J'aurais dû partir à ce moment précis. Je veux que vous vous en souveniez. J'aurais dû me lever et sortir. Et je ne l'ai pas fait parce qu'une partie de moi espérait encore que je me trompais. Une partie de moi espérait encore que ma mère avait simplement fait un mauvais choix de lieu et que nous allions tous partager l'addition comme des adultes raisonnables. Le serveur est passé. Les gens ont commandé. Mon oncle de Reading a commandé une côte de veau à 48 € et a demandé un accompagnement de truffes noires, ce qui ajoutait 20 € de plus. La fiancée de mon frère a commandé la tour de fruits de mer. Mon père, qui a 64 ans, souffre d'hypertension et n'est pas censé boire, a commandé un vieux bourbon et, 8 minutes plus tard, en a commandé un autre. Les cousins continuaient de commander du vin. Quelqu'un a demandé une 2e bouteille de Brunello. J'ai commandé les pâtes les plus simples du menu. J'ai commandé un verre de vin rouge de la maison. Je n'ai pas pris d'entrée. Pendant que la nourriture arrivait, mon frère s'est levé et a tapé sur son verre avec un couteau à beurre. La pièce est devenue silencieuse. Il a fait un petit discours. Il a dit à quel point il était reconnaissant envers tout le monde, que la famille était la chose la plus importante, et qu'il ne serait pas là où il en était sans nous tous. Puis il a regardé l'homme dans la veste de sport bleu marine et il a dit, « Et je veux remercier Monsieur Develin de croire en ce projet. » Ce projet. C'étaient les mots. Mon frère a annoncé devant 16 personnes qu'il lançait une société d'investissement immobilier, qu'il s'était associé à l'homme de King of Prussia,
qu'ils avaient identifié un portefeuille de propriété dans notre comté qui allait transformer le marché local. Il a utilisé l'expression « opportunité de premier plan » à 2 reprises. J'ai senti la main de ma mère sur mon avant-bras. Elle s'est penchée. Elle a chuchoté avec la voix qu'elle utilisait quand elle me disait d'être polie avec un membre de la famille que je n'aimais pas. Elle a dit « Allez, ma chérie. Nous parlerons de ta part après le dîner. » Ma part? Je l'ai regardée. J'ai dit très doucement « Quelle part ?» Elle m'a serré le bras. Elle a dit « Tu verras. C'est une opportunité merveilleuse. Ton père et moi en parlons depuis des semaines. » Je suis resté totalement immobile. J'ai une habitude que j'adopte lorsque je suis dans une réunion à forte pression et que quelqu'un vient de dire quelque chose qui m'oblige à anticiper 3 coups à l'avance. Je deviens très immobile et je ne laisse rien paraître sur mon visage. J'ai appris cela d'une directrice de projet sous les ordres de laquelle j'ai travaillé dans la vingtaine. Elle m'avait dit « Allez, à la seconde où tu les laisses voir ce que tu ressens, tu as déjà perdu. » Alors, je suis resté immobile. J'ai laissé le dîner se poursuivre. J'ai mangé mes pâtes. J'ai siroté mon unique verre de vin. J'ai écouté. Et pendant que j'écoutais, j'ai commencé à saisir des choses, de petites choses. Mon oncle de Lancaster, penché en arrière, disant à sa femme que cela allait être un véritable investissement générationnel. Mon cousin, celui qui travaille dans le magasin de pièces automobiles, posant des questions à mon frère sur les documents de création de la société à responsabilité limitée. Mon père, qui en était à son 3e verre, disant au futur beau-père de mon frère qu'Alais avait été un soutien incroyable pour cette famille. Elle est notre rock. Elle va assurer. Elle va assurer. Je me suis excusé. Je leur ai dit que je devais aller aux toilettes. Je suis sorti de la salle privée, j'ai passé le bar, pour entrer dans le couloir près des toilettes. Je me suis enfermé dans l'unique cabine des toilettes pour femmes. Je me suis assis sur le couvercle fermé des toilettes dans ma robe portefeuille noire, j'ai sorti mon téléphone et je me suis connecté à mon application de surveillance de crédit. J'avais configuré cette application 3 ans auparavant après que l'identité d'un collègue eût été volée. Elle m'envoyait une notification à chaque fois que quelque chose changeait. Je recevais des notifications depuis des semaines. Des notifications que j'avais ignorées. Des notifications que j'avais balayées parce que j'étais fatigué, parce que j'étais occupé, parce que j'avais supposé qu'il s'agissait simplement de vérifications de routine liées à ma préapprobation de prêt hypothécaire de l'année précédente. Il y avait 4 nouvelles cartes de crédit ouvertes à mon nom au cours des 6 derniers mois. Il y avait 2 prêts personnels. Il y avait une ligne de crédit rattachée à une entité commerciale dont je n'avais jamais entendu parler, une société à responsabilité limitée avec un nom qui incluait le mot Whittaker. L'exposition totale était juste en dessous de 61 000 €. Je veux vous dire ce que j'ai ressenti. J'ai senti le froid commencer au bout de mes doigts. Pas dans ma poitrine, pas dans mon estomac, au bout de mes doigts. Ensuite, il est remonté le long de mes bras. Puis il s'est logé derrière mes yeux comme une pression. Et ensuite, et c'est la chose dont je suis la plus reconnaissante avec le recul, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas enfui du restaurant en courant. J'ai sorti un petit carnet que je garde dans mon sac à main, le même carnet que j'emporte sur les chantiers, et j'ai noté chaque numéro de compte. J'ai fait des captures d'écran de tout. Je me suis envoyé les captures d'écran par courrier électronique, puis à mon courrier électronique professionnel, puis à un 3e compte de messagerie que je garde en secours. J'ai vérifié l'horodatage de chacun d'eux. Le compte frauduleux le plus ancien avait été ouvert il y a 7 mois. Le plus récent avait été ouvert il y a 9 jours. Il y a 9 jours, c'était un mardi. Il y a 9 jours, mon frère m'avait appelé pour me demander si je serais au dîner. Je suis resté assis sur le couvercle des toilettes pendant encore 90 secondes. J'ai fait une liste dans ma tête. Avocat, police, banque, dans cet ordre car c'était l'ordre de ceux qui pouvaient agir le plus rapidement. Mon avocate était Marisol Auerbach, qui avait géré mon litige concernant le bail de mon appartement 2 ans plus tôt et qui m'avait donné son numéro de portable en me disant, d'une manière que je croyais alors n'être que du langage d'avocat, de l'appeler à tout moment. La ligne non urgente du département de police d'Allentown, le service des fraudes de ma coopérative de crédit, qui offrait un service ouvert 24 heures sur 24. J'ai envoyé un message texte à Marisol depuis les toilettes. J'ai écrit, je crois que je suis victime d'une usurpation d'identité et je pense que c'est ma famille.
Je suis au restaurant avec eux en ce moment. Puis-je t'appeler dans 90 minutes? Elle a répondu en moins de 2 minutes. Elle a écrit « Oui ». Ne signe rien. N'accepte rien. Ne dis rien sur ce que tu as trouvé. Viens directement à mon bureau après. Je vais attendre. J'ai rangé mon téléphone. Je me suis lavé les mains. Je me suis regardé dans le miroir au-dessus de l'évier et j'ai fait en sorte que mon visage ne montre rien. Puis je suis retourné dans la salle privée. Les plats principaux étaient sur la table. Quelqu'un m'avait commandé un deuxième verre de vin que je n'avais pas demandé. Mon frère tenait audience en bout de table, parlant de la propriété sur laquelle ils allaient conclure le mois prochain. Un complexe à usage mixte près de la route 22. Mon père avait le visage rouge et parlait fort. Ma mère me regardait revenir. Et quand je me suis assise, elle a de nouveau posé sa main sur mon bras et elle a dit « Te voilà ». Nous commencions à nous inquiéter. Je lui ai souri. J'ai dit « Juste un peu fatigué. Longue journée ». L'homme de King of Prussia, Monsieur Develin, s'est penché au-dessus de la table. Il avait le genre de dents qui signifiait qu'il avait payé pour ses dents. Il a dit « Allez, votre frère me dit que vous êtes chef de projet dans la construction commerciale. C'est merveilleux. Nous espérions discuter avec vous de la possibilité de nous rejoindre en tant que sorte de conseillère, peut-être plus qu'une conseillère. Selon la façon dont les choses se dérouleront. » Je lui ai demandé ce qu'il entendait par plus qu'une conseillère. Il a jeté un coup d'œil à mon frère. Mon frère a jeté un coup d'œil à ma mère. Ma mère a dit très joyeusement, « Allez, nous pensions, et ne dis rien pour le moment, écoute-nous simplement. Nous pensions qu'il serait tellement logique que ton nom figure sur les documents. Ton crédit est tellement meilleur que celui de Bryce et du prêteur avec lequel nous travaillons. » Je l'ai laissé finir. Je l'ai laissé tout dire. Je l'ai laissé décrire avec sa voix enjouée d'hôtesse le plan consistant à m'ajouter comme garante sur un prêt immobilier commercial pour une propriété que je n'avais jamais vue, pour une entreprise que je n'avais jamais acceptée. Avec un frère dont je savais maintenant qu'il falsifiait ma signature depuis 7 mois. Quand elle a eu terminé, j'ai dit, cela fait beaucoup de choses à réfléchir. Mon père, à son 3e Bourbon, a déclaré, il n'y a pas tant de choses à réfléchir. Tu es de la famille. J'ai répondu, je veux juste regarder les documents avant de m'engager dans quelque chose d'aussi grand. Monsieur Develin a glissé la main dans le porte-documents en cuir à ses pieds. Il a posé une pile de documents sur la table à côté de mon assiette à pain. Il a dit, il se trouve que j'ai une copie juste ici. Je veux que vous compreniez. Je veux que vous compreniez vraiment. Ils avaient apporté des documents à un dîner, dans un restaurant. Ils avaient apporté les documents, un stylo et un public. Et le plan était que je signe devant 16 personnes qui auraient passé le reste de ma vie à me dire que j'avais accepté librement. J'ai regardé la première page. Je ne l'ai pas prise. J'ai dit, je vais emporter ça chez moi et l'étudier. Mon frère a ri, il a vraiment ri. Il a dit, Serette, allez. Tu n'as pas besoin de te comporter bizarrement. C'est la famille. Ma mère a dit, allez, ne sois pas difficile. Jette juste un œil maintenant. Et c'était le mot « difficile ». Le mot qu'elle avait utilisé toute ma vie à chaque fois que je disais non. Ne sois pas difficile, allez. Laisse juste ton frère emprunter ta voiture. Ne sois pas difficile. Prête-nous juste l'hypothèque de ce mois-ci. Nous te rembourserons. Ne sois pas difficile. J'ai pris les documents. Je les ai pliés une fois en deux. Je les ai mis dans mon sac à main. Le sourire de ma mère a vacillé. Les plats principaux étaient presque terminés. Le serveur est passé et a demandé si quelqu'un voulait un dessert. J'ai dit, non, merci. Je l'ai dit assez fort pour que la table m'entende. J'ai ajouté, en fait, je dois y aller. Je me lève tôt demain. Mon père a dit, allez, assieds-toi. J'étais déjà debout. J'ai marché avec mes chaussures plates le long de la table jusqu'à l'endroit où l'addition allait atterrir. Le serveur apportait juste le dossier en cuir. J'ai croisé son regard. J'ai dit très poliment, excusez-moi, j'aimerais régler ma part maintenant et séparément, s'il vous plaît. Juste mes pâtes et mon unique verre de vin. Il a cligné des yeux. Il a regardé la table. Il m'a regardé à nouveau. Il a dit, bien sûr, madame. Il m'a dit ce que je devais.
C'était 38 € et quelques centimes. Je lui ai tendu ma carte. La pièce était devenue très silencieuse. Mon oncle de Lancaster s'était arrêté au milieu de sa phrase. Les cousins me fixaient. La fiancée de mon frère avait la bouche ouverte. Ma mère s'est levée. Elle a dit avec une voix que je ne l'avais jamais entendue utiliser en public, « Allez, que fais-tu » J'ai répondu, « Je paie mon dîner ». Mon père a dit, « Assieds-toi ». J'ai répondu, « Non ». Mon frère s'est levé aussi. Il a dit, « C'est embarrassant. C'est tellement embarrassant. » Maman, dis-lui de s'asseoir. J'ai attendu que la carte soit traitée. Le serveur m'a tendu le reçu. Je l'ai signé. J'ai laissé un pourboire de 20% sur mon propre repas. J'ai rendu le dossier au serveur. J'ai dit, merci. Ensuite, je me suis tourné vers la table, j'ai regardé ma mère et j'ai dit, l'addition est pour vous. Le reste, tous les autres plats, toutes les bouteilles de vin, la tour de fruits de mer, le veau de Monsieur Develin, tout. Vous l'avez commandé. Vous le payez. Mon père a dit, allez, arrête d'être difficile et paie l'addition. Je repense très souvent à cette phrase. Je pense à la désinvolture avec laquelle elle est sortie de sa bouche. Je pense au nombre de fois dans ma vie où cette phrase exacte, ou une version de celle-ci, a fonctionné sur moi. Allez, arrête d'être difficile. Allez, ne fais pas un scandale. Allez, fais simplement le chèque. Je l'ai regardé. J'ai dit, non. Et je suis sorti. Je veux vous raconter la partie suivante car c'est la partie sur laquelle l'histoire bascule réellement. Je ne suis pas rentré chez moi. Je ne suis pas allé dans mon appartement pour me recroqueviller et pleurer. J'ai conduit directement jusqu'au bureau de Marisol Auerbach, qui se trouvait dans une maison victorienne reconvertie à la périphérie du centre-ville, et les lumières étaient allumées à la fenêtre du 2e étage parce qu'elle m'avait dit qu'elle le serait. Elle m'a ouvert la porte. Elle avait un bloc-notes juridique jaune et une cafetière, et elle avait ouvert l'application de surveillance de crédit sur son propre écran parce que je lui avais transféré mes identifiants de connexion 1 heure plus tôt. Nous nous sommes assis à sa table de conférence pendant 3 heures. Nous avons documenté chaque compte frauduleux. Nous avons extrait les dates et les avons croisés avec les messages textes de mon frère, avec l'historique des dépôts sur mon compte courant. Avec le formulaire de dépôt de garantie qu'il m'avait demandé de vérifier 8 mois auparavant et dont je réalisais maintenant qu'il comportait une 2e page qu'il ne m'avait jamais montrée. Nous avons fait des copies des documents de promotion immobilière que j'avais pliés dans mon sac à main. Marisol a lu chaque page. À un moment donné, elle a posé son stylo et elle a dit très platement, « Allez, tu comprends que ce qui est décrit dans ce document, combiné à ce qui figure sur ces rapports de crédit, constitue une fraude électronique ?» J'ai dit, « Oui. » Elle a dit, « Je veux déposer un rapport d'usurpation d'identité ce soir. Je veux le faire avant qu'il n'ait la chance de faire quoi que ce soit d'autre. Je veux qu'un rapport de police soit enregistré avant le lever du soleil. Es-tu prête pour ça ?» J'ai dit, « Oui. » J'ai dit oui avant de me laisser le temps de ressentir quoi que ce soit à ce sujet. Nous avons appelé la ligne non urgente à 1.00 du matin. Un officier s'est déplacé et a pris une déposition. C'était un homme qui avait peut-être 10 ans de plus que moi. Gentil, attentif. Il m'a dit que je faisais la bonne chose. Il m'a expliqué qu'au moment où le nom d'un membre de la famille est inscrit sur un rapport de fraude, la pression légale change de camp, et que beaucoup de gens n'arrivaient pas à se résoudre à passer cet appel. Il m'a dit que j'étais courageuse. Je ne me sentais pas courageuse. Je me sentais comme quelqu'un qui avait porté un piano dans des escaliers pendant 9 ans et qui avait finalement posé ce piano. Le lendemain matin, mon téléphone affichait 47 appels manqués. La plupart venaient de ma mère. Quelques-uns provenaient de numéros que je ne reconnaissais pas, et qui, je l'ai compris plus tard, appartenaient aux cousins. Il y avait un message vocal de mon frère dans lequel il m'insultait avec un mot que je ne répéterai pas dans cette vidéo. Il y avait un message texte de mon père, tout en majuscules, qui disait « Comment as-tu pu faire ça à ta famille ?» Je n'ai répondu à rien de tout cela. Marisol m'avait dit de ne pas le faire. Elle m'avait dit, à partir de ce moment, tu ne communiques plus directement avec eux. Tout ce qu'ils veulent dire, ils le disent par mon intermédiaire. La procédure légale n'a pas été rapide. Je ne vais pas prétendre le contraire. Il a fallu 11 semaines avant que les premières accusations criminelles ne soient déposées contre mon frère. Fraude électronique,
usurpation d'identité, complot en vue de commettre une fraude financière. Les documents de la société à responsabilité limitée, lorsque les jurys comptables les ont décortiqués, ont montré que ma mère avait été co-signataire de 2 décomptes frauduleux. Mon père, à son honneur, ou peut-être juste par chance, ne semblait pas avoir connu toute l'étendue de l'affaire, mais il savait quelque chose. Il en savait assez. Monsieur Develin, l'homme de King of Prussia, n'était pas réellement un promoteur immobilier. Il était le petit ami de l'un des amis de mon frère, et il avait accepté de jouer le rôle d'un investisseur en échange d'un pourcentage sur tout ce qu'il réussirait à me faire signer. Il a plaidé coupable très tôt. Il a témoigné. Mon frère purge actuellement une peine dans un établissement à sécurité minimale dans le centre de la Pennsylvanie. Il y sera encore pendant 14 mois. Ma mère a accepté un accord de plaidoyer et est en période de probation. Dans le cadre de l'accord de restitution financière, elle est également tenue de rembourser chaque euro des paiements hypothécaires que j'ai couverts pendant sa mauvaise passe, avec des intérêts, selon un calendrier établi par le tribunal. Il en va de même pour les factures médicales que j'ai payées pour mon père. Marisol a insisté pour cela. Elle a dit que le tribunal ne l'ordonnerait jamais de lui-même, mais que si je le demandais et si nous pouvions le documenter, nous pourrions l'inclure dans le règlement civil. Je l'ai demandé. Je n'ai parlé à aucun d'eux depuis plus d'1 an. J'ai changé mon numéro de téléphone. J'ai changé les serrures de mon appartement, même si aucun d'eux n'avait jamais eu de clé. J'ai changé mon contact d'urgence au travail. Je me suis assise dans le bureau de ma directrice des ressources humaines, et je lui ai dit d'une voix très calme que si quelqu'un de ma famille se présentait un jour au bureau, elle devait appeler la police et non moi. Elle a dit « D'accord ». Elle n'a pas demandé pourquoi. Je pense qu'elle pouvait voir sur mon visage que le pourquoi n'avait pas autant d'importance que la réponse. L'addition de chez Marronnet, la véritable addition de ce dîner, s'élevait à un peu plus de 7 000 €. Je le sais parce que le gérant du restaurant m'a appelé le lendemain matin en s'excusant platement, car ma mère avait essayé de la régler avec une carte de crédit qui s'est avérée être à mon nom. Elle avait apporté l'une des cartes qu'elle avait ouvertes à mon nom à un dîner de célébration concernant une entreprise frauduleuse qu'elle essayait de me faire garantir. Elle avait essayé de commettre une fraude devant 15 témoins avec la carte frauduleuse elle-même pour payer la célébration de la fraude. J'ai dit au gérant que j'étais désolé qu'il se retrouve au milieu de tout ça. Je lui ai dit que cette carte n'était pas autorisée et faisait l'objet d'une enquête policière en cours, et je lui ai donné le numéro de dossier. Il a été gentil à ce sujet. Il a dit qu'il espérait que j'allais bien. J'allais bien. Je vais bien. Je veux vous laisser avec une dernière chose parce que j'y pense presque tous les jours. Il y a un genre de personne, et peut-être avez-vous été ce genre de personne ou peut-être en avez-vous aimé une, à qui l'on a appris dès le plus jeune âge que sa valeur se mesure à ce qu'elle donne, à ce qu'elle porte, à ce qu'elle va tolérer avant de craquer. Et les gens autour d'elle, ceux qui prennent, la qualifieront de difficile à la seconde où elle arrêtera. Ils le diront devant des serveurs. Ils le diront devant des cousins. Ils le diront comme si c'était la pire chose qu'une personne puisse être. Mais difficile n'est pas un mauvais mot. Difficile est le mot que les petites personnes utilisent pour désigner une femme qui a enfin décidé de poser le piano. Si vous êtes assis quelque part en ce moment en train de m'écouter et que vous avez la poitrine serrée parce qu'une partie de cette histoire est aussi la vôtre, je vous vois. Je ne vais pas vous dire que c'est facile. Ça ne l'est pas. Mais je vais vous dire que de l'autre côté de la difficulté, il y a une vie paisible que personne ne peut vous enlever. Un appartement d'une chambre dans une ancienne usine. Une Subaru garée correctement sur une seule place. Pas deux. Un téléphone qui ne sonne que lorsque quelqu'un que vous aimez appelle vraiment. C'est ce que j'ai maintenant. Et je ne l'échangerai pour aucune famille au monde. Je suis allé. Merci de m'avoir écouté. Si cette histoire a signifié quelque chose pour vous, laissez un commentaire et dites-moi d'où vous regardez et ce que vous auriez fait à cette table. Je les lis tous. Je vous retrouverai dans la prochaine vidéo. J'ai beaucoup réfléchi dans les années qui ont suivi ce dîner chez Marronnet à la façon dont j'en suis arrivé là au départ. Pas comment je suis arrivé au restaurant. Comment je suis devenu la personne qui resterait assise à cette table aussi longtemps que je l'ai fait. Parce que la vérité, c'est que la fraude n'a pas commencé la nuit où mon frère a falsifié ma signature. La fraude a commencé la première fois que j'ai payé une facture qui n'était pas la mienne et que je n'ai pas demandé à être remboursée. La fraude a commencé quand j'avais 23 ans et que je me suis dit qu'être la personne responsable était la même chose qu'être aimé.
Ce à quoi je reviens sans cesse, c'est ceci. Chaque choix que j'ai fait année après année, le prêt automobile cosigné, les paiements hypothécaires, les factures médicales, était un petit dépôt sur un compte bancaire que je ne savais pas que ma famille tenait. Il tenait les comptes. Même s'il me disait que les familles ne tiennent pas de compte, il comptabilisait chaque euro, chaque service, chaque oui silencieux. Et ils n'accumulaient pas de la gratitude. Ils accumulaient des attentes. Et lorsque les attentes sont nourries pendant 9 ans sans résistance, elles se transforment en un sentiment de droit absolu. Et ce droit absolu se transforme en ce genre d'embuscade effrontée à 16 personnes assises que mon frère Bryce pensait pouvoir réussir dans une salle privée avec une pile de documents et un homme nommé Develin portant une veste de sport bleu marine. La cause et l'effet. C'est ce dont personne ne m'avait averti. Quand vous portez quelqu'un qui peut marcher, vous lui apprenez qu'il ne le peut pas. Quand vous payez pour les erreurs de quelqu'un, vous lui apprenez que les erreurs sont gratuites. Mes parents et Bryce ne se sont pas réveillés un matin en décidant de commettre une fraude électronique. Ils ont fait leur chemin jusque-là, un oui facile à la fois, parce que j'ai continué à rendre les choses faciles. La chose la plus difficile que j'ai dû accepter, c'est que la personne que je devais pardonner n'était ni ma mère, ni mon père, ni mon frère. C'était la version de moi à 23 ans qui pensait qu'être bonne signifiait être disponible et qui confondait l'épuisement avec la vertu. Elle ne savait pas comment faire autrement. Moi, maintenant, je sais. Voici ce que je veux que quiconque m'écoute retienne de cela. La bonté n'est pas la même chose que la bonté sur demande. Une personne peut être gentille, généreuse et dévouée et avoir tout de même une porte qui se ferme. En fait, je pense que c'est la seule façon pour que la gentillesse survive à long terme. Vous devez y mettre une porte, sinon, avec le temps, les gens dans votre vie la franchiront quand bon leur semble et arrêteront de s'essuyer les pieds. La porte n'est pas de la cruauté. La porte est la seule chose qui protège la gentillesse qui se trouve à l'intérieur. Et la deuxième chose, et c'est celle que j'ai dû apprendre à la dure, c'est que la force n'est pas l'absence d'amour. Quand je suis sorti de ce restaurant, j'aimais encore mes parents. J'aimais encore Bryce. Je n'ai cessé d'aimer aucun d'entre eux. Et je ne pense pas que j'arrêterai un jour. Mais l'amour, le véritable amour, celui qui n'empoisonne pas la personne qui aime, exige d'avoir une colonne vertébrale. Il exige de regarder quelqu'un que l'on aime et de dire « non, voici la limite ». Et cette limite n'est pas négociable. L'amour sans limite n'est qu'une permission d'être blessé. Si vous êtes assis quelque part en ce moment, en train de porter une charge trop lourde pour des personnes qui ne demandent jamais si vous êtes fatigué, s'il vous plaît, écoutez-moi. Vous pouvez la poser. Le piano est lourd parce que c'est un piano. Il n'a jamais été à vous de le porter.